Bonjour, je vais simplement présenter les 3 invités de ce matin. Donc on a Élodie Miglior. Vous êtes actuellement doctorante en droit de la propriété intellectuelle au Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle et vous rédigez actuellement une thèse sur le thème des données, de l'intelligence artificielle et de la propriété intellectuelle. Vous êtes également titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et vous avez travaillé dans des cabinets d'avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Ensuite, on a Wilhelmina Huguet. Donc, vous êtes spécialisée en droit des techniques de l'information et de la communication et en droit des propriétés intellectuelles. Et vous travaillez à la Société des arts visuels et de l'image fixe depuis plus de 10 ans, d'abord en tant que juriste et à présent en tant qu'adjointe au directeur général. Et on accueillera ensuite Jean-Louis Desalle. Vous êtes enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech depuis 1981. Vous travaillez principalement, faut pas le dire, vous travaillez principalement sur la modélisation cognitive et sociale du langage et vous utilisez l'intelligence artificielle comme un moyen pour modéliser certains aspects de l'intelligence humaine et pour cerner les limites de l'apprentissage de la machine. Vous êtes également l'auteur du livre des intelligences très artificielles, très qui est écrit en capital dans le titre, paru en 2019 aux éditions Odile Jacob. Je passe le micro. Merci pour cette présentation. Et on va commencer tout de suite avec les aspects juridiques de l'intelligence artificielle et plus particulièrement au regard de la propriété intellectuelle parce que c'est un thème qui, je pense, en tant qu'artiste, va vous intéresser plus que peut-être d'autres sujets. Et avant de commencer, on va commencer avec un petit schéma pour que vous puissiez comprendre où est-ce que le droit d'auteur et les potentielles violations du droit d'auteur peuvent intervenir. Donc là, c'est plutôt un schéma d'IA qu'on pourrait utiliser pour des IA génératives. Et ce que vous pouvez voir sur le schéma, c'est que vous avez en entrée un corpus d'entraînement, ensuite au milieu la phase d'apprentissage, ensuite le modèle entraîné, et ensuite, ce qu'on appelle le modèle déployé, c'est quand on utilisera le modèle pour ensuite avoir une sortie. D'accord ? Et donc, ce qui se passe, bon, très synthétiquement, très brièvement et de façon simplifiée, c'est qu'on va utiliser des données d'entraînement. Et de ces données, on va avoir des abstractions, on va identifier des schémas, des corrélations pour pouvoir entraîner un modèle et des paramètres. Et ces paramètres, ensuite, vont pouvoir être utilisés pour certaines tâches et pour traiter d'objets inconnus, par exemple, entrer un prompt et grâce aux données d'entraînement, produire une image. D'accord ? Donc, ce qu'il faut ensuite garder, du moins pour la présentation ici qu'on va faire sur l'intelligence artificielle et le droit d'auteur, c'est cette notion d'entrée, ici, et cette notion de sortie qui est donc l'objet généré. OK ? Parce que le droit d'auteur peut se manifester notamment en entrée et en sortie. Du moins, c'est comme ça qu'on l'appréhende généralement en ce moment. Parce que ce que vous avez pu voir donc sur ce schéma, c'est qu'en entrée, on a besoin de beaucoup de données pour entraîner. Et on dit souvent que la qualité d'un modèle, il est aussi bon que les données qui lui ont été injectées. Plus on a de données, plus on va avoir d'exemples, plus on va pouvoir généraliser. Parce que par exemple, dans les modèles prédictifs, donc pour prédire quelque chose, si on veut entraîner un modèle pour prédire si on a un chat ou non, quand on met une image de chat inconnue, il faut qu'on ait plein de chats. Parce qu'imaginons, on met que des images de chats qui ont 4 pattes, et qu'on a un chat qui a une patte en moins, le modèle pourra se tromper s'il n'a jamais vu cette image. Donc c'est pour souligner ce besoin de données qui est quand même très important et que vous savez déjà. Et pour acquérir ces données, souvent ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le scrapping ou en fait le moissonnage, c'est-à-dire que souvent les grandes compagnies vont moissonner Internet, vont récupérer des données, pas forcément de façon, pas en contactant les titulaires potentiels de droit ou sans licence. Et bon, c'est assez opaque. Parfois, on ne sait même pas quel type de données sont entraînées, quels sont les sets de données entraînés. Et donc, par ce scrapping, il y a potentiellement des violations des droits de la propriété intellectuelle et plus particulièrement du droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante morale et il y a une composante économique. Et aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur cette composante économique et sur le droit de la reproduction. D'accord ? Là, ici, je vous ai mis aussi un outil qui est intéressant, qui a été développé, qui est un site internet pour savoir si vos données ont été utilisées pour entraîner des IA. Donc, si jamais vous voulez voir si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Et donc, sur ce droit de reproduction,
Je vous ai mis 2 articles du Code de la propriété intellectuelle, mais pour faire simple, c'est donc c'est la fixation matérielle sans le consentement du titulaire de droit, on va dire, la production. Donc si quelqu'un reproduit votre œuvre sans que vous y ayez consenti, il y a potentiellement une violation du droit d'auteur par le droit de reproduction. Et donc cette violation du droit de reproduction peut intervenir soit en entrée, donc par l'entraînement et donc par la reproduction des données protégées, même si c'est débattu en doctrine, car certains estiment que c'est pas un vrai acte de reproduction, que c'est plus une abstraction. Donc c'est à garder en tête, mais on va dire dans la sphère juridique, c'est quand même on penche plutôt pour le fait qu'il y a une réelle reproduction, surtout qu'en France, et on a une vision assez restrictive du droit de reproduction. Et on peut aussi avoir, donc ça c'est peut-être des images que vous avez déjà vues ou des exemples que vous connaissez peut-être plus, on peut aussi avoir éventuellement une reproduction d'éléments protégés dans des outputs, donc des sorties, c'est-à-dire les images qui vont être générées par un modèle d'IA. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un phénomène de mémorisation, c'est-à-dire qu'en fait, le modèle va reproduire certains bouts des données dont il a été nourri. Mais ça, il faut aussi garder à l'esprit que normalement, c'est quelque chose que les développeurs cherchent à éviter. C'est plutôt un défaut en fait du modèle d'IA, mais ça arrive. Et il y a des papiers qui sont sortis qui expliquent pourquoi ça arrive. On retrouve ça normalement, enfin très fréquemment dans les plus grands modèles d'IA, donc ceux qui ont plus de paramètres. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est normalement censé pas arriver parce que le but des développeurs, c'est pas de reproduire quelque chose, c'est plutôt d'avoir une sortie qui n'est pas encore connue, on va dire, qui n'existe pas. Mais donc ça peut exister et donc dans ces cas, on va retrouver la reproduction d'éléments qui ont été mis en entrée dans la sortie et parfois de façon verbatim, comme vous pouvez le voir dans le texte. En rouge, c'est une affaire qui s'appelle le New York Times versus OpenAI. Et de ce côté-là, donc du côté qui est pour vous la gauche, vous avez un article non, c'est le contraire. Donc sur votre droite, vous avez l'article du New York Times, et sur votre gauche, vous avez la sortie de ChatGPT, et en rouge, c'est les similarités. D'accord? Donc là, on voit qu'on a une reproduction verbatim. Sur cette image, c'est aussi une image qui est dans une autre affaire. On voit qu'on a le bandeau Getty Images et voilà. Et ici, ça, c'est pas une affaire, c'est ça sort d'un article et c'est une personne qui s'est amusée à reproduire le plus possible soit des personnages, soit des jeux vidéo. Donc là, c'est The Last of Us. Et vous pouvez voir que c'est quand même extrêmement ressemblant. Parce que, en fait, il essayait de prouver qu'en manipulant d'une certaine façon, on pouvait reproduire trait pour trait certaines œuvres. Donc voilà. Et donc, comme je vous dis, il y a quelques affaires qui sont importantes. Là, je vous en ai mis 3. Donc, Getty Images, le New York Times et aussi celle de The Author's Guild avec George R. Martin. Parce que là, c'était plus pour le côté, pour montrer qu'il y a même des auteurs quand même très très connus qui commencent à se mobiliser et à lancer des affaires. Et les 2 premières, je vous les ai mis. Donc, c'est celles dont viennent les exemples juste avant. Parce que, en fait, en termes de preuves, c'est les plus intéressantes. Parce que souvent, il y a plein d'autres affaires qui ont été lancées, mais ce dont on manque, c'est une preuve pour montrer que certaines des données ont été utilisées pour l'entraînement, d'accord? Parce que s'il n'y a pas de transparence sur les bases de données qui sont utilisées, comment on va prouver que les œuvres de un tel sont bien utilisées dans l'entraînement? Parce que par exemple, quand on a une reproduction dans l'image générée, là, c'est plus facile pour prouver. On peut dire, ben voilà, là, il y a cet élément-là de mon œuvre qui est original qui est reproduit ici. Mais si par exemple, on retrouve un style, ça va être plus compliqué à prouver. On ne peut pas établir comme ça le lien de causalité. Et sans transparence sur la base de données, on va pas pouvoir, parce que le droit d'auteur ne protège pas le style. Donc ça, il faut aussi le garder à l'esprit. Il y a d'autres pans du droit qui peuvent peut-être être mobilisés, comme le droit de la concurrence, mais en tout cas pour le droit d'auteur, ça ne protège pas le style. Et donc c'est pas parce qu'on va retrouver, par exemple, le style de Picasso, imaginons, qu'on va pouvoir nécessairement prouver que les données de Picasso ont été utilisées en entrée. Et donc c'est pour ça que ces deux affaires sont les plus intéressantes, parce qu'avec les sorties, ils peuvent vraiment, au moins déjà, peuvent prouver plus sur la reproduction. Et donc, tous ces débats, ça permet de développer certaines initiatives pour garantir un entraînement juste des IA. Donc là, je vous ai mis un autre lien qui s'appelle Fairly Trained. C'est un site internet, une société qui propose des certifications aux modèles d'IA qui sont entraînés de façon donc fair, donc juste,
pour les personnes en fait, pour les développeurs qui vont conclure des licences, qui vont avoir les permissions des titulaires de droit ou qui vont avoir des fonds libres d'image, libres de droit, ce genre de choses. Du coup, moi, personnellement, je vais enchaîner sur la question de la protection du contenu généré par IA par la propriété intellectuelle, et plus spécifiquement ici par le droit d'auteur, parce qu'on est plus dans une perspective de réflexion sur les créations artistiques, qui est l'élément de protection par la propriété intellectuelle qui est le plus important, tout simplement. Pour faire cette opération, en fait, il suffit de s'interroger sur les critères utilisés par le droit d'auteur et de savoir si ces derniers s'appliquent aux contenus qui vont être générés par ces intelligences artificielles génératives. Parce qu'on va plus se concentrer également sur ce type d'intelligence artificielle. La première des critères, c'est l'exigence de forme. C'est-à-dire qu'en droit d'auteur, ne sont pas protégés les concepts et les idées qui, elles, sont libres parcours, sinon ce serait une enfreinte, ce serait trop dommageable pour la liberté d'expression. C'est la formalisation et la concrétisation d'une idée qui, elle, pourra être protégée. Et cette condition de forme est remplie d'une certaine façon par les contenus générés par IA, puisque ce sont bien des contenus qui sont générés, des images, des sons, des textes. Sur cette question, donc ce sera plutôt l'autre critère fondamental en matière de droit d'auteur qui va nous interroger, celui de l'originalité. Et cette appréciation de l'originalité va différer selon le système juridique dans lequel on s'inscrit. En droit européen, cette notion est autre que la création intellectuelle propre à son auteur, c'est-à-dire que l'œuvre doit refléter la personnalité de son auteur, qui doit être capable d'exprimer ses capacités créatives à travers des choix créatifs. En droit français, l'expression consacrée est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Cette notion n'est pas définie en tant que telle dans le Code de la propriété intellectuelle, mais cette notion s'est construite au fur et à mesure du temps par la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des juges, qui au fur et à mesure ont mis en place cette notion qui ne recouvre pas la notion d'excentricité, qui sort de l'ordinaire. Ici, originalité fait référence à l'origine de l'œuvre, c'est-à-dire l'auteur, la personne humaine derrière l'acte de création. Et les critères d'appréciation de cette originalité vont être le travail personnel de l'artiste, l'empreinte de son talent créateur et le fait qu'il ait pu exprimer ses talents au travers de choix libres et non contraints. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien en droit français que d'une manière plus générale en droit européen, cette appréciation de l'originalité se fait a posteriori. Elle ne se fait pas en amont. Il n'y a pas un bureau de l'originalité qui va tamponner les œuvres dites originales et non originales. Et c'est-à-dire que la question ne se pose en pratique que s'il y a un litige. Et c'est le juge qui va trancher cette originalité. Ce qu'il faut comprendre, d'une certaine manière, c'est qu'il en ressort qu'une condition essentielle de la protection par le droit d'auteur est l'implication de l'être humain dans le processus créatif. Et c'est d'autant plus prégnant dans les pays de droit d'auteur, avec une conception fortement personnaliste de la matière, dans laquelle c'est finalement l'auteur qui est à l'origine de l'œuvre, qui est protégé au travers de son œuvre. Ce qui explique d'ailleurs le fait qu'on ait des composantes du droit moral particulièrement fortes dans ces pays. Et donc, du coup, la question qui va se poser, c'est l'IA dans tout ça. Est-ce à dire qu'à partir du moment où on utilise l'IA, ça ruine l'originalité? Parce que après tout, finalement, c'est un outil qui peut également être utilisé par un artiste dans le cadre de son cheminement artistique. Et c'est là que toute la question va se poser. Comment ce processus créatif va déboucher sur la réalisation? Et on peut, de cette façon-là, distinguer, d'une certaine façon, faire une dichotomie entre deux types de résultats d'IA. Ceux qui sont générés automatiquement, d'une certaine façon, et ceux qu'on pourrait qualifier plus de création assistée par IA. Et toute la problématique, ce sera de déterminer le niveau d'implication de l'être humain dans la génération du dit résultat, et si cette implication répond à la qualification d'originalité présentée juste avant. La difficulté étant que ces deux notions, en quelque sorte, sont deux extrêmes, mais des fois on est sur un continuum, donc ça peut être une appréciation qui peut être compliquée. L'autre difficulté, c'est qu'on ne peut pas savoir ça juste en regardant l'objet. On ne sait pas quel est le processus créatif qui est à l'origine de ce dernier, et donc rien qu'en regardant, on ne peut pas potentiellement savoir s'il est protégé par droit d'auteur.
Et autre problématique que ça fait reposer sur les auteurs eux-mêmes, s'ils s'inscrivent dans une démarche artistique, qui veulent revendiquer les droits notamment, ça suppose aussi que eux, dans leur pratique, ils documentent leur processus créatif, de façon à ce que si jamais la question se pose en termes d'originalité, ils soient en capacité de pouvoir justifier que oui, il y a eu tout un travail intellectuel qui répond à la qualification d'originalité. Donc ça, c'est le droit d'auteur classique dans sa composante plutôt continentale. On va s'interroger ici sur qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je vais m'interroger sur deux pays en particulier, à savoir la Chine et les États-Unis. Aux États-Unis, il y a une spécificité, c'est le fait qu'il existe une procédure de dépôt auprès d'un copyright office. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette procédure est seulement optionnelle et elle conditionne l'obtention de certains droits ou remèdes comme des droits, des dommages et intérêts forfaitaires ou le remboursement de frais d'avocat. Et pour les œuvres états-uniennes, elle conditionne l'action en contrefaçon. C'est une distinction qui est un peu particulière pour les œuvres états-uniennes, mais c'est une particularité qui vient du fait que les États-Unis n'aient pas signé la Convention de Berne dès son adoption, puisque la Convention de Berne impose un principe d'interdiction du formalisme. C'est-à-dire que normalement, en application de cette convention qui est censée harmoniser les législations en matière de droit d'auteur des pays qui vont signer cette convention, ce principe d'interdiction du formalisme pose que l'exercice ou la jouissance des droits d'auteur ne doit pas être conditionné à une formalité. Or, les États-Unis, eux, avaient une logique d'enregistrement avec cette fameuse copyright notice, et tant qu'ils étaient en dehors de la Convention de Berne, ils pouvaient appliquer cette logique. Et à partir du moment où ils l'ont signé dans les années 80, ils ont remis en cause cette logique, mais elle existe encore d'une certaine façon, mais uniquement pour les œuvres publiées aux États-Unis. Je me permets de faire cet aparté parce que je vais revenir sur le principe d'interdiction du formalisme un peu plus tard. Donc du coup, aux États-Unis, ce qui est intéressant du coup avec cette procédure de dépôt, c'est qu'on va avoir le Copyright Office américain qui s'est prononcé sur des enregistrements d'objets qui comportaient des résultats d'IA. Premier cas que vous pouvez voir à l'écran, celui de A Recent Entrance to Paradise. Dans ce cas, la personne à l'origine de la demande de dépôt avait présenté cette création comme exclusivement générée par un système d'intelligence artificielle, et le Copyright Office a refusé cet enregistrement. Il a donc fait un recours devant la Cour fédérale du district de Columbia, qui a confirmé ce refus. Et cette Cour va se référer aux objectifs de la protection par le copyright tels que développés par la Cour suprême, et qui confirme que la protection par le copyright est réservée aux créations humaines. Autre cas, l'affaire Zaria of the Dawn. Dans cette situation, il s'agissait d'une bande dessinée dont l'intégralité des images avait été générée par Midjourney. Particularité, le demandeur n'a pas précisé cette information au Copyright Office, mais qui s'en est aperçu après coup du fait de ses déclarations publiques. Et en ayant pris connaissance, elle a refusé le dépôt. Mais dans un second temps, finalement, une demande a finalement été enregistrée sous réserve de modifications, et l'Office a conclu que le demandeur était l'auteur des textes, ainsi que de la sélection et de la coordination entre l'image et le texte, et qu'à ce titre, il pourrait y avoir un copyright sur ces éléments-là. Par contre, les images, en ce qu'elles étaient uniquement générées par Midjourney, elles n'ont pas été reconnues, dans la mesure où elles ont été générées de manière imprévisible, non assimilable à un outil contrôlé et guidé par l'auteur pour obtenir des images désirées. Au final, le Copyright Office américain a publié des lignes directrices afin de pouvoir déterminer si, oui ou non, des œuvres qui vont être demandées pour obtenir l'enregistrement, qui contiennent du matériel généré par IA, peuvent être déposées. Et on va retrouver le critère qu'on a établi tout à l'heure, à savoir le niveau d'implication de l'homme dans la création, pour déterminer si l'IA a été utilisée comme simple outil, ou si au contraire c'est l'impact de l'homme est tellement nul, en quelque sorte, qu'on ne peut espérer avoir de protection derrière.
Enfin, dernier cas en Chine, suite à une décision de la Beijing Internet Court, qui est le premier cas, à ma connaissance, où on va reconnaître la protection par droit d'auteur à une œuvre générée par IA. La Cour, en l'occurrence, a reconnu l'investissement intellectuel important assimilable à l'empreinte de la personnalité de l'auteur, et la titularité des droits est reconnue à la personne ayant rédigé les prompts à l'origine de l'image, mais pas au développeur de l'outil d'IA qui a généré la dite image, en l'occurrence Stable Diffusion. Donc du coup, dans cette première partie, l'idée était un peu de voir quels étaient les liens entre propriété intellectuelle et intelligence artificielle, notamment voir si elle pouvait être protégée. L'idée ici, dans cette seconde partie, sera d'analyser quel est le cadre juridique de l'intelligence artificielle lui-même. En droit d'auteur, parce que il y a cette problématique qui va se poser, et dans un second temps, la réglementation de l'IA elle-même. En droit d'auteur, je vais me concentrer essentiellement sur le droit français et européen. Premier point qu'il faut citer, c'est la directive d'AMIN, droit d'auteur, droit voisin, dans le marché unique du numérique, qui date de 2019, et qui a mis en place 2 exceptions en droit d'auteur. Alors le principe d'une exception en droit d'auteur, c'est le fait qu'on puisse utiliser une œuvre, faire un acte de reproduction ou de communication publique, sans demander préalablement l'autorisation à l'auteur. Et donc, cette directive va mettre en place 2 exceptions qui permettent des opérations de déconstruction et d'analyse, qui sont en fait les opérations nécessaires utilisées par les systèmes d'IA générative dans la phase d'apprentissage. Et donc, ces 2 exceptions sont citées aux articles 3 et 4 de la directive. L'article 3 prévoit une exception dite de fouille et texte de données, Text and Data Mining ou TDM, uniquement à des fins de recherche scientifique et à destination des organismes de recherche ou des institutions du patrimoine. Cette exception existe sans possibilité pour l'auteur d'exprimer un quelconque droit de retrait. L'article 4, lui, prévoit une seconde exception TDM, mais qui s'applique à tout à chacun et quel que soit l'objet de l'acte de fouille et de texte de données. Mais par contre, ce coup-ci, les auteurs, les titulaires de droit ont la possibilité d'exercer un droit d'opposition, de retrait, aussi appelé opt-out, pour refuser que de tels actes soient appliqués sur leurs œuvres. Le dit opt-out devant être réalisé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine, en ce qui concerne les œuvres mises à disposition du public en ligne. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans le cadre de ces exceptions, l'accès aux données doit de toute façon être licite. Ces 2 exceptions ont été intégrées dans le cadre juridique français en 2021. Et la question qu'on peut se poser, c'est la qualité et l'efficacité de ce mécanisme d'opt-out du point de vue des auteurs. Parce que la question qui se pose, c'est quand même, ont-ils un droit de regard sur l'utilisation de leurs œuvres dans la phase d'entraînement des intelligences artificielles génératives? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mécanisme d'opt-out présente de fortes limites d'ordre pratique, tout d'abord. La question qu'on peut se poser, c'est quid du passif, c'est-à-dire toute la phase de scrapping qui a été réalisée avant même que les modalités d'opt-out soient disponibles pour les auteurs. Autre point d'accroche, en quelque sorte, la question de la fiabilité et de l'efficacité technique des mesures techniques à leur disposition pour exercer cet opt-out. Notamment lorsqu'on sait que cet opt-out, on présente les métadonnées comme étant une modalité d'exercice de ce dernier, alors qu'on sait qu'elles sont particulièrement facilement effaçables déjà à l'heure actuelle, et que certaines plateformes les effacent d'ailleurs automatiquement. Et il y a aussi toute la question, notamment en particulier pour la mise en ligne des images, où en fait, en pratique, ce n'est pas les auteurs des œuvres qui ont la main sur la mise en ligne des images. Et cette mise en ligne, elle peut être tout à fait licite. Et donc du coup, on leur dit que pour exercer un opt-out pour une œuvre mise en ligne, ils doivent prévoir un procédé lisible par machine, mais ils n'ont même pas la main sur la mise en ligne elle-même. Donc ça pose un véritable problème pratique. D'un point de vue juridique, on peut également faire part de certaines contestations.
Déjà, d'une part, cette logique d'exception est relativement, enfin, d'opt-out est assez contraire à la logique même du droit d'auteur, qui est censé être beaucoup plus protecteur pour les auteurs, où on est dans une logique de droit exclusif, dans lequel l'auteur a une faculté d'autoriser ou d'interdire en amont l'utilisation de son œuvre. Là, c'est l'inverse. C'est d'abord on peut faire et éventuellement il peut dire non. Autre contradiction avec les dispositions internationales du droit d'auteur. Et là, j'en reviens sur le principe d'interdiction des formalités pour bénéficier du droit d'auteur. Cet exercice de l'opt-out, qui en plus doit être lisible par machine, est-ce que ce serait pas d'une certaine façon une condition, une forme de formalité qui conditionne la jouissance et l'exercice du bien, du droit? Par ailleurs, il y a la contestation vis-à-vis du triple test, qui est en fait un ensemble de règles qui sont censées délimiter la définition des exceptions et des limitations au droit d'auteur. Ce triple test se compose tout d'abord d'un principe de spécialité, mais aussi les exceptions et les limitations au droit d'auteur ne doivent pas porter atteinte à l'exploitation normale des œuvres et ne pas causer de préjudice injustifié à leurs intérêts légitimes. Or, comment ne pas considérer que les intelligences artificielles génératives portent de telles atteintes aux auteurs et leur causent de tels préjudices, étant donné que leur fonctionnement repose sur l'utilisation de leurs œuvres pour générer des images susceptibles d'entrer en concurrence avec leurs œuvres, et ce, sans prévoir de rémunération. D'où la position de plusieurs organismes de gestion collective, dont l'ACEF, qui ont décidé d'exercer le droit d'opposition pour le compte des auteurs qu'elles représentent, de façon à pouvoir avoir une certaine maîtrise, finalement, du répertoire. Et, d'une manière plus générale, préconiser une remise en cause de cette logique d'opt-out qui a été adoptée avec la directive de 2019. Donc après avoir abordé cette notion de fouille de textes et de données donc du point de vue européen, et donc cette exception qui a été créée et ensuite transposée en droit français, on a décidé de faire un petit point de vue comparé avec ce qui se fait dans le monde. Et j'ai choisi de vous présenter le Japon. Alors on aurait pu présenter plein d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, qui eux ont une logique complètement inversée au droit européen. C'est-à-dire que leurs exceptions ne sont pas listées, ne sont pas, on va dire, restrictives. C'est beaucoup plus ouvert et c'est une liste de 4 conditions. Et si vous remplissez ces conditions, alors votre usage que vous avez fait peut être considéré comme une exception et comme fair use, donc utilisation juste, fair. Donc, mais j'ai choisi de me concentrer sur le Japon parce que on lit beaucoup, un peu partout, que c'est une exception très flexible, que même les académiques au Japon, on va dire plus en 2018, disaient que c'était le paradis pour le machine learning, parce que c'est vrai que de prime abord, c'est une exception qui est très large et qui a quand même moins de garde-fous que l'exception européenne, puisque cette exception cette exception est dans un article 47, paragraphe 7, et autorise donc la fouille de textes et de données pour tous les utilisateurs et à toutes les fins, tant que c'est pour faire ce qu'on appelle donc de l'exploration de données. Et ce qui est aussi très intéressant dans cette exception, c'est pour ça que j'ai choisi de vous la présenter, c'est qu'ils introduisent cette notion de profiter de l'œuvre. Donc souvent dans les articles qu'on peut lire dessus, donc enjoy. Donc si la fouille de données est faite dans un contexte juste de fouille de données, sans cette notion de profiter de l'œuvre, c'est-à-dire de ne pas de ne pas apprécier les idées ou les émotions exprimées dans l'œuvre, alors ça va être considéré comme OK, vous pouvez continuer, vous pouvez procéder, vous pouvez faire votre fouille de données. Et donc cette notion de profiter de l'œuvre, je trouvais qu'elle était très intéressante. Et après en Asie, on trouve aussi des exceptions similaires, par exemple à Singapour, qui est un peu, on va dire, un entre-deux entre la position européenne et la position japonaise. Donc je vous la mentionne juste, mais je ne vais pas vous la développer. Mais si jamais vous êtes très intéressé par les exceptions du droit d'auteur, vous pouvez aller voir. Et voilà. Mais donc on a vraiment cette idée que cette exception japonaise était très très large, paradis pour les développeurs d'IA, mais ça tend à être remis en question récemment parce que notamment l'Agence pour les affaires culturelles, donc qui est le ministère de l'Éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie, a été chargée d'évaluer cette exception au regard des IA génératives et donc de voir son application dans le cadre des IA génératives pour voir si c'était toujours aussi vrai. Et ce qui le ressort, donc alors pour l'instant tout est en japonais, donc j'ai traduit avec des logiciels de traduction.
Donc ça va prendre avec des pincettes, mais ce qui ressort du moins des personnes qui parlent japonais que j'ai lu, mais il n'y a pas de traduction officielle en anglais, c'est que ce qu'il faut considérer quand on fait l'usage de ces exceptions, c'est toujours cet objectif final d'exploration, de calcul de texte, pour déterminer si l'exception s'applique, et que parfois, dans certaines situations, on peut avoir une coexistence entre cette notion de profiter de l'œuvre et cette notion d'exploration de texte. Et ce qu'il note aussi, c'est qu'il s'écarte de l'argument par exemple, de similitude substantielle. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'une œuvre une image qui a été générée, par exemple, ressemble à une œuvre qu'on connaît éventuellement, qui a forcément une atteinte, mais ça peut être un indice. Donc voilà, c'est un peu les précisions, et il vise à préciser cette exception. Mais j'attends de pied ferme les traductions anglaises pour pouvoir me pencher plus dessus. Mais c'était juste pour vous signaler que cette exception existe, elle est très abordée dans le monde juridique, on va dire. Donc je trouvais ça intéressant. Et ensuite, on va parler d'un règlement qui aussi fait beaucoup de bruit dans le monde juridique, qui est le règlement sur l'intelligence artificielle, ou AI Act. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce que même dans des journaux un peu plus, pas spécialisés juridiques, on entend beaucoup parler. Et donc ce règlement, de base, c'est pas pour de la propriété intellectuelle. C'était surtout pour classer les différentes technologies d'intelligence artificielle dans des catégories de risques, avec des risques inacceptables jusqu'à des risques minimales ou nuls. Donc par exemple, dans les risques inacceptables, on a la notation sociale. Donc moi, ça me fait penser à l'épisode de Black Mirror, si vous voyez, avec la fille, chaque fois qu'elle fait quelque chose, son score augmente ou baisse. Donc voilà, par exemple. Mais donc quand ce règlement a été lancé, il n'y avait pas encore tous les sorts des IA génératives. Mais en 2022, on peut voir qu'il y a quand même eu un sacré essor des IA génératives, et ils ont décidé d'incorporer cette notion d'une certaine façon dans le règlement, et donc par la même occasion de parler un peu des problématiques de droit d'auteur, de propriété intellectuelle, mais ça reste en demi-teinte. C'est pas le but principal, mais on retrouve quand même des pistes intéressantes qu'il faut, je pense, vous signaler. Et donc cette notion d'IA générative, en fait, elle se manifeste sous le prisme des modèles d'IA à usage général, donc GPAI pour l'anglais. Je le lisais beaucoup en anglais, mais la traduction française est sortie récemment, donc voilà, j'ai modifié, qui est définie à l'article 3. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont introduit donc cette notion de modèle à usage général, et ces modèles à usage général vont venir avec des obligations spécifiques, des obligations en plus, et certaines obligations justement qui vont traiter du droit d'auteur, et qui en plus vont très bien avec ce qu'on a dit juste avant sur le text data mining. Et donc, ces obligations spécifiques se retrouvent ici, à l'article 53. Et donc, ce qu'ils expliquent, je vais vous le lire parce que c'est intéressant, dans le petit C et le petit D, c'est que donc les fournisseurs de ces modèles à usage général doivent mettre en place une politique visant à respecter le droit d'auteur de l'Union, en particulier à identifier et à respecter, y compris aux moyens de technologie de pointe, les réserves de droit exprimées conformément à l'article 4, paragraphe 3 de la directive. Donc là, ce qu'on dit, c'est que ces fournisseurs doivent respecter l'opt-out, voire mettre des moyens en place pour respecter cet opt-out. Et ensuite, ça là, c'est le D, c'est quelque chose qu'on disait tout à l'heure sur cette notion de transparence. Il précise que ces fournisseurs donc de modèles à usage général doivent rédiger et mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l'entraînement du modèle d'IA à usage général. Donc ça aussi très intéressant, c'est cette transparence dont on parlait tout à l'heure, parce que sans transparence, c'est compliqué de mettre en œuvre ces droits. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on remarque que certaines affaires qui ont donné lieu à on va dire des issues positives pour les auteurs, c'est des situations où les sets de données étaient publics. Par exemple, je pense à la collection de données Books 3 du coup, qui était accessible en ligne. Il y a eu une affaire, une plainte, et il y a eu une décision, et cette décision a ordonné le retrait de ce corpus d'entraînement d'Internet, parce que, comme il était public, on a pu voir qu'il y avait des œuvres protégées qui étaient incluses dedans, et donc voilà, ça a souligné vraiment que là, la transparence a servi pour le coup pour les auteurs, pour pouvoir faire valoir leurs droits. Donc voilà. Donc concernant ce résumé détaillé, dans l'article, là, il n'y a pas spécialement, c'est pas expressément indiqué ce qu'on entend par résumé détaillé, parce que ça paraît un peu vague, mais c'est précisé plus tard. Et donc, ce résumé détaillé doit avoir une portée générale,
plutôt que techniquement détaillées, afin de permettre aux parties ayant des intérêts légitimes, donc y compris les titulaires de droits d'auteur, d'exercer et de faire respecter leurs droits en vertu du droit de l'Union européenne, par exemple en énumérant les principales collections de données privées au public ou les archives de données, et en fournissant une explication narrative sur les autres sources de données utilisées. Donc là, ce qu'on peut déduire, le texte n'est pas encore voté, il n'est pas encore applicable, hein, il est encore bon, il touche à presque à sa fin, mais il est encore un peu en construction. C'est que donc il faut potentiellement nommer les principales sources de données qui seront utilisées pour l'entraînement et dire d'où elles viennent. Et donc c'est la seule vraiment référence au droit d'auteur qu'on retrouve dans ce règlement qui va avoir un fort impact sur l'écosystème juridique français. Après, il y a des exceptions à cette notion de transparence, notamment pour les modèles open source, mais ou les modèles qui sont entraînés à des fins de recherche ou scientifiques. Mais ça c'est en ligne avec ce qu'on a expliqué sur l'article 3, donc c'est cohérent. Et ensuite, nous avons une chose très intéressante en France, qui est cette proposition de loi. Bon, là, c'est un gros paquet, hein, mais je vais vous résumer un peu les propositions de cette proposition de loi, donc qui a été proposée en octobre, il me semble, ou fin septembre, par des députés. Et donc, cette proposition de loi, ce qu'elle fait, tout d'abord, c'est qu'elle soumet, en gros, les œuvres, enfin les logiciels d'intelligence artificielle au code de la propriété intellectuelle. Elle prévoit aussi la gestion des droits sur les œuvres générées par une IA, par une société d'auteurs ou autre organisme de gestion collective. Elle propose aussi l'étiquetage de contenu généré par une intelligence artificielle, donc c'est-à-dire signaler si un contenu a été généré par une intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans des domaines similaires, par exemple la photographie, où on va marquer photo retouchée, ou qu'on retrouve aussi dans ce règlement sur l'IA que je vous ai présenté juste avant, où il y a aussi dans certains contextes cette obligation d'étiqueter le contenu. Et là, on arrive à mes deux propositions préférées, si on peut dire, parce qu'elles sont assez... Il y a des choses à dire, on va dire. La première qui est d'insérer les noms des auteurs des œuvres ayant permis d'aboutir à une telle œuvre. Donc d'insérer les noms des auteurs qui ont permis d'arriver au résultat généré. Donc voilà. Et ensuite, la création d'une taxation au bénéfice de l'organisme chargé de la gestion de collective lorsque une œuvre est générée par un dispositif d'intelligence artificielle à partir d'œuvres dont l'origine demeure incertaine. Donc voilà, donc ça c'est très étrange et donc le principal défaut, écueil, remarque que je pourrais dire sur cette proposition de loi, c'est ce qu'elle est inadaptée techniquement, parce que si vous avez écouté, vous avez l'air un peu dubitatif quand j'ai expliqué ces deux dernières propositions, parce que insérer le nom des œuvres qui ont permis d'aboutir à telle œuvre, comment on fait en pratique, comment on sait quelles œuvres ont permis d'aboutir au modèle généré. Déjà, parce que par exemple, si vous avez une métadonnée qui est associée à une œuvre, à une image pour le nom de l'artiste, il est très probable que lors du système algorithmique, lors de la décomposition-recomposition, cette métadonnée s'enlève. Donc déjà, on ne sait même plus quel nom est associé à quelle œuvre. Et surtout, en fait, un des gros problèmes de l'IA aujourd'hui, c'est que quand on a notre modèle, notre image générée, on ne sait pas les sources qui ont permis de générer cette image. On n'a pas de lien de causalité entre, on peut pas dire, par exemple, 10% c'est cette image, 15% c'est cette image, 7% c'est cette image. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on insère tous les noms des personnes qui sont dans la base de données? Mais bon, les bases de données, par exemple, Leon 5B, qui est utilisé par plusieurs grands modèles, c'est 5 milliards, il me semble. Oui. Ouais, 5 milliards, ouais, voilà. Donc, aller insérer 5 milliards. Donc voilà, il y a vraiment ce premier problème technique, c'est comment faire pour insérer le nom des auteurs qui ont participé à l'image générée, et ensuite comment déterminer quelles œuvres ont participé à un produit final, sachant que comme on l'a dit, parce qu'après certains pourraient dire oui, mais si on retrouve le style de machin, on peut se dire que c'est ça. Ben pas forcément. Scientifiquement pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de le savoir. Et après, le style n'est pas protégé par le droit d'auteur aussi, donc ça c'est une autre question. Et ensuite, deuxième un peu écueil qui est dans la même lignée que ce que je viens de dire, c'est la taxation, parce qu'en fait, elle risquerait de se retrouver dans de nombreuses instances, parce que, comme dit, on ne sait pas quelles œuvres ont été utilisées, donc dont l'origine est incertaine. Techniquement, pour l'instant, elles sont toutes incertaines. S'il n'y a pas de transparence sur les bases de données, déjà, comment on sait? Ok, on peut se dire, voilà, mais
Donc voilà, donc ça c'est les premiers. Enfin voilà. Après c'est une proposition de loi, c'est toujours au début du processus législatif. Je sais que les députés se sont rapprochés maintenant d'acteurs techniques, peut-être pour modifier, recueillir d'autres avis. Donc j'espère que ça va être modifié parce que bon, pour l'instant c'est très vague. Voilà. Et donc maintenant, après avoir donc évoqué avec vous quels sont les droits qui sont potentiellement mis en jeu, notamment en tant qu'étudiant, qu'artiste. Ensuite, le cadre un peu juridique. Donc, ce qu'il faut que vous gardiez vous beaucoup à l'esprit, je pense, c'est vraiment ce TDM et les actes aussi, parce que je pense que c'est quand même intéressant. Quels sont les enjeux et les perspectives pour les artistes? Alors, protection à court terme. Donc ça, c'est un peu la protection, bon, faute de mieux, faute de grive, on mange des merles, voilà. Donc il y a la protection via l'opt-out, comme on a expliqué. Vous pouvez le manifester si vous avez des sites internet, par exemple, dans vos conditions générales d'utilisation. Vous avez juste à marquer je m'oppose à ce que mes données, enfin que oui, les images présentes ou mes données présentes soient utilisées à des fins d'exploration de données. Vous pouvez le faire par le biais de sociétés de gestion de collective. Vous pouvez le faire par l'utilisation de protocoles web. Donc ça va mettre une balise sur votre site internet, par exemple avec marqué no robot, no TDM. Là, je vous ai mis un lien qui est justement un protocole qui a été fait spécialement pour cet article 4 pour exprimer votre opt-out. Donc vous pouvez le mettre. Vous pouvez aussi décider de rien faire et de vous dire bah moi je m'en fiche que mes données soient utilisées. C'est aussi une position qui peut être entendue. Et ensuite vous avez une protection qui est un peu plus technique et qui a deux versants. Donc avec des outils techniques. Premier outil technique, Glaze, donc là un outil de protection qui permet en fait de mettre un filigrane pour éviter, pour brouiller un peu la lisibilité de l'image et pour éviter que le style soit repris, d'accord. Et ensuite, si vous êtes un peu plus vindicatif, un peu plus déjà ça m'embête tout ça quand même. Moi j'ai envie de les embêter encore plus. Vous avez Nightshade qui là attaque. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va perturber le système de reconnaissance de l'IA. Et donc, par exemple, au lieu de voir un chat, ça va voir une voiture. Et donc après, ça va en fait impacter les images qui seront générées. Donc voilà. Donc il y a des tutoriels en ligne qui sont mis, qui sont à disposition si vous voulez les utiliser pour mettre ça sur vos images. C'est vraiment un filigrane qui est un petit peu perceptible, mais très peu. Donc ça va pas, on va dire. Massacrer votre œuvre, on va dire, mais ça vous fait une petite protection si vous voulez quand même, parce que après une autre solution, ce serait par exemple de rien poster, mais c'est très compliqué, surtout aujourd'hui si vous voulez faire votre promo. Donc voilà, pour ma part sur la protection à court terme. Et du coup, je vais me concentrer moi plus spécifiquement sur une réflexion plus à long terme et tout simplement sur une question d'ordre économique. Et notamment par rapport à cette question de l'entraînement, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est d'une certaine façon la brique un peu manquante de la solution qui a été adoptée via le mécanisme d'exception TDM avec un opt-out, où on a une inversion de la logique, comme je disais tout à l'heure. Vis-à-vis de l'IA, on peut en fait résumer cette technologie par deux choses en fait. L'IA repose sur des données et une puissance de calcul. Et donc la qualité intrinsèque de cette technologie repose sur la qualité de ses composants. Au premier rang desquels la qualité des données, et s'agissant des IA génératives, la qualité des œuvres qui sont donc utilisées. On ne peut donc pas raisonnablement espérer assurer la qualité de ces technologies sans compenser économiquement les personnes qui y contribuent, et ce d'un point de vue éthique et pragmatique. D'un point de vue éthique, l'IA ne fonctionnerait pas sans images d'apprentissage. Comment justifier une utilisation des images sans compensation, a fortiori dans un mécanisme où les images générées entrent en concurrence potentiellement avec les images qui ont été utilisées pour l'alimenter, et d'un point de vue pragmatique tout simplement, parce que les modèles d'IAG ont besoin de données d'entraînement de qualité. Or, la qualité, ça a un coût, et sous cet angle de vue purement pragmatique, la question de la rémunération se pose. Et du coup, comment obtenir cette rémunération? D'un point de vue juridique, on peut l'envisager de plusieurs manières. Le premier d'entre eux, et celui qui est à disposition à ce jour, c'est la question de la licence. Et le recours à la licence n'est pas totalement fermé, notamment par le biais de l'opt-out, puisqu'à partir du moment où un auteur a exprimé son droit de retrait, on réincorpore de la conditionnalité et une faculté de négociation.
Par contre, cette faculté de négociation a été diminuée du fait que préalablement, ils doivent réaliser cet opt-out. Donc, dans le rapport de force de négociation, c'est une position moins favorable. D'où cette revendication de remise en cause de l'opt-out d'un point de vue plus général. Autre solution, les modèles de gestion collective obligatoires. Alors, ces modèles de gestion collective sont des solutions relativement classiques en matière de droit d'auteur et ont été déjà mises en place. On parle soit d'exceptions compensées, de compensation équitable, de licence légale. Je mets globalement tout ça dans un même endroit, puisqu'en fait, on entre ici non pas dans un droit d'autoriser ou d'interdire un usage, mais plus dans une logique de droit à rémunération, où l'objectif est de compenser un usage et surtout de compenser les conséquences économiques de cet usage. Et donc, on repose ici sur un point de vue purement pragmatique et qui est relativement pertinent au regard de la question du passif de l'entraînement, puisqu'on rappelle que des milliards d'œuvres ont été utilisés pour cette phase sans jamais que les auteurs puissent en amont exprimer leur droit d'opposition dans des conditions correctes, en fait, tout simplement. Et de ce point de vue-là, cette solution répond à cette exigence éthique de valorisation et de contrepartie. Et du point de vue du développeur d'IA, c'est un facteur de simplification des coûts de transaction et un facteur de sécurité juridique qui n'est pas négligeable. Et ce d'autant plus qu'on voit le développement des contentieux, notamment aux États-Unis, qui ont un impact économique non négligeable, clairement. Quelle est la difficulté principale sur laquelle repose cette solution? C'est le fait que déjà on l'a pas adoptée. Donc du coup, ça reviendrait à remettre en cause la décision qu'on a déjà prise en 2019. Et modifier une directive, ça prend du temps. Et de ce point de vue-là, ce qui est critique, notamment au niveau européen, c'est une telle solution ne serait pertinente qu'à l'échelle européenne, d'un point de vue d'impact économique, tout simplement, mais aussi du fait de la jurisprudence européenne elle-même, qui a instauré des limitations à la mise en place de mécanismes de gestion collective obligatoire à l'échelle nationale. Du coup, c'est une solution qui, à mon avis, serait relativement efficace, mais comme elle n'a pas déjà été adoptée, elle n'est observable, enfin, elle ne pourrait être prise qu'à long terme. Donc, c'est son principal écueil. Autre solution, un peu plus technique, la question du recours à une licence collective étendue. Cette modalité de licence a été mise en place également par la directive DAMIN. Alors, comment ça fonctionne ? Les organismes de gestion collective ont la possibilité, d'une manière générale, dans leur activité, de signer des accords de licence avec des diffuseurs et de percevoir des rémunérations pour leurs membres uniquement. La licence collective étendue permet d'étendre le bénéfice de cette licence à des auteurs qui ne sont pas membres de ces organismes de gestion collective, sous réserve de répondre à certaines obligations, un agrément par des autorités nationales, des obligations de publicité et une faculté d'opt-out. Du coup, appliqué à la question de l'exception text and data mining, on comprend qu'il y a deux potentiels opt-out qui vont se cumuler. L'opt-out de l'exception et l'opt-out de la licence collective étendue. Et du coup, la question, c'est comment on fait pour les synchroniser. Si conceptuellement, ça peut être concevable, factuellement et pratiquement, ça ouvre un pan de complexité non négligeable. D'où, là encore, la revendication de remettre en cause la logique d'opt-out du TDM si on devait notamment recourir à la question de la licence collective étendue. Là encore, la difficulté, d'où la difficulté, en fait, la complexité de la solution en l'état du droit actuel. Ça serait beaucoup plus efficace, mais si on devait remettre en cause l'arbitrage de la DAMIN, là encore, ça ne peut prendre que du temps. Dernière solution, qui s'écarte totalement des logiques de licence évoquées jusqu'à présent, la question des domaines publics payants ou de la taxation. Là-dessus, on part du principe que, vu que l'IA va générer des résultats qui ne seront pas protégés par droit d'auteur, en partie, mais qui pourront être utilisés à la place d'œuvres de l'esprit qui, elles, sont protégées par droit d'auteur, il va y avoir un désavantage concurrentiel pour les œuvres protégées par droit d'auteur. Et finalement, la législation qui est censée protéger les auteurs apparaîtrait d'une certaine façon comme inefficace, puisqu'elle représenterait un désavantage concurrentiel de ce point de vue-là. Et donc, la question, c'est comment le compenser. Donc, on a la possibilité de la question de la taxation ou de ce fameux domaine public payant qui supposerait en fait mettre un coût sur l'utilisation des résultats d'IA qui ne sont pas protégés par droit d'auteur.
C'est une solution qui est originale de ce point de vue-là, qui sort un peu des sentiers battus et qui est défendue par certains professeurs de droit comme Valérie Lorbenabou, et qui reprend de ce point de vue-là dans sa réflexion d'autres réflexions antérieures qui avaient été défendues en leur temps, notamment par Victor Hugo. La question qui se pose, c'est la question de l'opportunité politique. On a évoqué la proposition de loi, en fait, qui d'une certaine façon repose sur cette logique-là. L'idée derrière serait éventuellement de récupérer les sommes perçues au titre soit de la taxation, soit du domaine public payant, pour financer des aides aux auteurs pour potentiellement les aider dans cette phase de transition vis-à-vis de l'IA, notamment par des aides sociales ou culturelles. Mais comme précisément ce serait une décision politique qui aurait pour but de renchérir le recours à l'IA dans une situation internationale dans laquelle on se bat un peu au contraire pour essayer de développer en fait cette technologie, fait qu'on peut s'interroger sur le fait qu'un arbitrage politique soit pris en ce sens, en tout cas. Voilà ce qu'il en est. Oui, bon, c'est un exposé très complet. Donc on sait maintenant beaucoup de choses dessus, mais ça pose énormément de questions finalement. Si j'étais OpenAI, si je me fais l'avocat du diable, je peux dire tous les artistes créent à partir de choses qu'ils ont vues, de choses qui sont restées dans leur rétine, dans leur mémoire. C'est une des questions qu'on peut se poser. Mais ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est peut-être de vous demander, vous représentez la SAIF, quelle est la température du point de vue de vos sociétaires? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes beaucoup consulté par les gens qui adhèrent à la SAIF? Est-ce qu'ils sont inquiets? Comment ça se passe de leur côté? Alors moi, je dirais qu'on a les deux. Je pense qu'on a une véritable crainte de remplacement pour certains auteurs qui ont une pratique qui n'est pas forcément uniquement purement artistique, mais qui sont aussi dans de rapports avec des clients et sur le fait que ces clients vont plutôt opter pour des solutions qui leur paraîtraient plus économiquement viables en fait. Donc on a cette véritable crainte là. Et ce qui n'est pas forcément la même dans tous les domaines artistiques non plus. On en a d'autres qui s'interrogent aussi. Je sais qu'on a eu mais je pense pas que ce soit la majorité, parce que là pour le coup, je sais la réponse que je vais donner ne peut être qu'un sentiment. On n'a pas fait d'études économiques sur les plus de 8000 auteurs de la CEF, lesquels sont pour, lesquels sont contre. En plus, je trouve que le sujet est compliqué, puisque ça implique notamment des connaissances techniques déjà et juridiques, puisqu'on a certes comprendre l'exception TDM, tout ça, le droit d'opposition. On n'a pas eu, par exemple, eu des réponses sur l'exercice de notre droit d'opposition qui ont cru qu'on s'opposait en fait à l'IA. Alors qu'en fait, d'une certaine façon, c'est pas une question de s'opposer ou pas à l'IA, c'est l'opportunité de récupérer la maîtrise du droit, ce qui est fondamental en fait, tout simplement. C'est qu'on veut être décisionnaire de si oui ou non on accepte que nos auteurs, sans se prononcer sur la technologie elle-même, et du coup des gens se sont dit mais attendez, c'est également une opportunité. Mais exercer son droit d'opposition ne veut pas dire je suis contre l'IA. Exercer son droit d'opposition, c'est maîtriser son droit d'auteur, et ça de base pour un organisme de gestion collective, c'est son métier. Je sais pas s'il y a des questions. On parlait de Lion 5, donc le plus grand dataset, enfin pas le plus grand, il y en a plus grand, mais le dataset qui est utilisé pour Stable Diffusion ou d'autres. Donc un dataset, c'est une base de données, d'images et puis de légendes, quoi. Et il contient 5 milliards d'images. Juste pour vous donner, j'ai fait le calcul, pour vous donner une idée, il faudra à peu près 2 vies humaines pour regarder ces 5 milliards d'images à raison de 1 image par seconde sans dormir. Donc vous imaginez, il faudrait quelque chose comme je sais pas 150 ans ou plus pour tout voir. J'ai pas le calcul exact en tête. À hauteur de 1 image par seconde. Donc en fait, ceux qui possèdent ces bases de données, ceux qui les mettent à disposition
de LLM et d'autres moteurs d'intelligence artificielle ne savent même pas ce qu'il y a dedans. En fait, ils en ont qu'une petite idée. On peut le savoir par ce qui ressort. C'est assez fou. Donc ça pose on a des problèmes techniques incroyables. Ah, une question là-haut. Parce que le sujet est très complexe et que je ne suis pas juriste. J'ai une question peut-être un peu naïve, mais il me semble que la notion d'originalité, pour définir la création artistique et la défendre, est datée historiquement. Peut-être que je me trompe, mais ça pourrait tourner autour du 19e siècle et à la transformation du rôle de l'artiste dans le monde de l'art. Et donc, je me demandais si face à toute cette complexité liée aux intelligences artificielles, il faut pas aussi remettre en cause peut-être la notion d'originalité. Je ne sais pas si c'est en débat ou non. Alors, c'est un débat académique, ça c'est sûr. On a, beaucoup d'académiques qui ont justement évoqué cette idée de est-ce que ça remettrait pas en compte en cause plutôt l'originalité en elle-même, ou est-ce que le droit d'auteur ne devrait pas être plus flexible, par exemple. Après aussi, ça amenait des débats connexes qui étaient par exemple la flexibilité du droit d'auteur. Est-ce qu'on ne devrait pas changer de paradigme au lieu de faire une liste d'exceptions fermées? Est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose plutôt du fair use? Si c'est quelque chose qui est débattu. Après, en France et en Europe, on a quand même une vision assez protectrice de l'auteur en tant que personne humaine. On a vraiment ce principe humaniste. D'ailleurs, la proposition de loi, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il y a une référence à ce principe humaniste de l'auteur en disant que voilà, c'est vraiment une tradition française et même dans les écrits étrangers, on retrouve cette dimension. Donc en France, je pense que c'est plutôt quelque chose qui est pas voué à trop évoluer. Je sais pas, mais alors sur la notion d'originalité elle-même, conceptuellement, c'est une notion qui a beaucoup évolué parce que c'est pas quelque chose qu'on a fixé dans le marbre de la loi déjà. Elle ne figure même pas dans le code de la propriété intellectuelle. C'est issu de finalement de toute la jurisprudence. Donc c'est quelque chose qui a été maturé. Et la question de l'appréciation, parce qu'on a une approche subjective de l'originalité et non pas une approche objective, des fois des gens peuvent amener à le contester. La question étant de savoir comment on détermine. Sachant que cette approche est fonction du type d'œuvre lui-même. L'originalité d'un logiciel, puisque le logiciel qui va être protégé par droit d'auteur, n'est pas l'originalité d'une œuvre plastique ou d'une musique même. Donc c'est un peu complexe. Enfin, c'est vraiment une notion qui est vraiment au croisement des chemins. C'est la pierre angulaire en quelque sorte du droit d'auteur là-dessus, notamment en droit français. Et donc du coup, effectivement, les gens sont assez réticents à tout changer d'un coup. Je sais qu'en ce moment, notamment, il y a une proposition de loi, ne serait-ce que sur la charge de la preuve de l'originalité qui est en question. C'est une question je dérive un peu parce qu'on est sur un autre sujet, mais qui se pose souvent en photographie. D'ailleurs, de ce point de vue-là, la photographie a souvent été comparée à l'intelligence artificielle parce que la photographie est une représentation du réel. Et on a beaucoup été amené à remettre en question l'originalité des photos en disant que l'auteur de la photographie n'a rien exprimé lui-même, il a juste capté un moment extérieur à lui. Et d'ailleurs, historiquement, il y a eu d'autres critères pour l'originalité des photographies qui devaient être initialement artistiques ou documentaires et ça a été modifié par la suite. Et donc, du coup, cette question revient régulièrement sur le tapis. Et en pratique, elle revient régulièrement sur le tapis parce que la jurisprudence a décidé d'apprécier l'originalité des œuvres avant chaque contentieux, sans se poser la question. Alors qu'avant, cette question de l'originalité était souvent utilisée comme une stratégie de défense et n'était en pratique pas appréciée par le juge au cas par cas. Maintenant, le juge, dans les juridictions civiles, se pose en amont cette question de l'originalité, qui en pratique peut poser des questions, des difficultés, parce qu'il faut prouver l'originalité des œuvres. Et lorsqu'on est sur des contentieux avec 10 milliards d'œuvres, c'est très compliqué d'aller prouver l'originalité de toutes les œuvres. Donc quand, par exemple, on parle d'un organisme de gestion collective qui représente 8000 auteurs d'art visuel qui ont eux-mêmes des milliers d'œuvres qu'ils ont réalisées eux-mêmes,
Et si on va parler des corpus utilisés par les développeurs d'IA, on parle de millions. Donc c'est tout. D'une certaine façon, vous avez bien compris la faiblesse de la logique, parce qu'en fait c'est la pierre angulaire, mais c'est une définition qui est assez vague, et pourtant toute la construction du droit d'auteur repose là-dessus. Et donc le bouger, c'est faire bouger tout un édifice aussi. Donc voilà, en tout cas en termes de réponse. J'ai une petite question. J'ai souvent mes étudiants qui me posent la question. Donc Facebook, enfin, Meta a annoncé qu'ils utilisaient les données d'Instagram, par exemple. Donc c'est 100 millions d'images par mois pour alimenter leur base de données et surtout leurs IA. Si j'ai un étudiant qui justement dit je veux poster sur Instagram, mais je ne veux pas que mes images soient absorbées par ces IA, quelle est la possibilité technique? Parce que là, vous avez montré des possibilités, mais là, je le poste pas sur mon site web, je le poste sur un réseau social. Et alors là, est-ce que par défaut, en fait, nous, Européens, quand on pose sur Facebook, TikTok ou ce qu'on veut, ces images sont, on va dire, techniquement absorbables par ces IA? Alors, juridiquement, il y a 2 points à analyser. Techniquement, on sera en capacité de pouvoir exprimer son opt-out, en fait, d'une certaine façon. Mais comment le faire techniquement sur Instagram, vu qu'il doit être lisible par machine? Moi-même, je ne suis pas sur Instagram, donc je serais bien incapable de pouvoir y répondre. Mais l'autre question, c'est les conditions d'utilisation d'Instagram lui-même, qui va vous dire que contractuellement, vous avez accepté d'utiliser le service. Et donc, parmi le service, il y a la faculté de pouvoir faire son droit de pouvoir alimenter les mécanismes d'IA. Si c'est une inquiétude particulière d'alimenter la chose, autant mieux vaut ne pas le poster, enfin, d'un point de vue pratique, plutôt que d'essayer de chercher une solution technique qui pourrait être compliquée aussi en pratique à mettre en place. Non, c'est ce que j'allais dire. Faut lire les conditions que souvent on accepte. Surtout que justement, on retrouve des traces qui disent les images postées peuvent être potentiellement utilisées. Donc, faut lire. Et si on n'est pas d'accord, vaut mieux pas poster. Après, il y a aussi les solutions que je vous ai proposées, mais c'est quand même contraignant, on va dire. Voilà, il faut quand même s'y connaître un peu en technique. Donc, si vous êtes vraiment déterminé et que vous voulez vraiment poster sur Instagram, au pire, vous pouvez faire comme ça. Mais si vous voulez juste poster votre photo sans passer par toutes les protections plus techniques, faut lire les conditions d'utilisation et vous verrez que vaut mieux pas poster si c'est votre peur. Enfin, la peur de l'étudiant. Oui, non, la peur de l'étudiant. Donc, si vous... Non, parce que moi, j'ai pas souvent, mais j'ai 10% de mes étudiants qui sont assez inquiets par rapport à ça. Donc moi, c'est ce que je leur dis. Hein. J'ai en gros, je suis pas juriste, mais j'aurais dit attention, les conditions générales, a priori, de TikTok, Instagram, enfin tous ces réseaux permettent d'absorber ça. Donc si vous ne voulez absolument pas faire ça, ne postez pas. Ouais, ne postez pas. C'est ça. Et pour les 10 prochaines années, parce qu'a priori, ça va être dur à mettre en place. Et je sais pas si ça a été modifié, mais à un moment, Adobe, donc la société qui fait tous les logiciels de la chaîne graphique, avait mis dans ses conditions le fait que tout ce qu'on fait, qui est fait en ligne, peut être utilisé par Adobe pour entraîner des IA. Voilà, je sais pas où ils en sont. Alors, Adobe, c'est un très bon exemple. Enfin, c'est très intéressant en fait leur philosophie, leur conception. Donc oui, il y avait ça. Et justement, ils ont lancé une IA qui est donc censée être entraînée de façon juste parce qu'ils expliquent qu'ils ont sécurisé, on va dire, les droits avec les auteurs concernés. Mais voilà, si c'était par exemple dans certains fonds avec une licence qui était comme ça, alors certes, sur le moment, peut-être qu'on avait dit oui, mais après, on n'avait pas réalisé dans quel point ça allait être. Et en plus, ce qui est très intéressant chez Adobe, et c'est pour ça que je veux le signaler, c'est que ils fournissent une clause de garantie. Si par exemple le modèle, l'image générée, on va partir sur des images, ça peut être d'autres choses, mais je dis image parce que c'est le plus simple. Si on vous fait on vous attaque en justice en disant il y a de la contrefaçon dans cette image, ils ont une clause de garantie qui vous indemnise si vous avez un jugement qui vous condamne. Donc ça, je le tenais parce que c'est une particularité très intéressante. Et voilà, c'est
sur ce type de conditions générales d'Adobe, moi, je suis assez interrogative sur le respect du principe d'interdiction de cession globale des œuvres futures en droit français par rapport à à ce genre de position. Après, il faudrait remettre en cause ça dans le cadre d'un contentieux. Mais c'est là où on voit qu'il y a certaines pratiques contractuelles qui sont plutôt héritées des mécanismes anglo-saxons de copyright où on peut faire à peu près ce qu'on veut en termes de cession, où en droit français, on a quand même un code de la propriété intellectuelle qui est dans une logique de protection de l'auteur, un peu dans la même façon qu'en droit du travail, on a une partie faible dans la négociation. On a ces principes qui irriguent le droit d'auteur français. Après, la question, c'est de voir comment on fait pour imposer cette lecture-là en pratique. Encore 2 questions. Je voulais juste dire par rapport aux conditions générales d'utilisation qu'on est très peu à lire et qui sont faites pour ne pas être lues. Il faut plusieurs heures pour les lire. Donc, il y a une extension qui est disponible sur la plupart des navigateurs qui s'appelle Terms of Services Didn't Read et qui vous résume tous les points à la fois positifs des conditions ou négatifs. Et ça permet de gagner beaucoup de temps, sachant que dans une journée, on ne peut pas lire toutes les conditions auxquelles on est confronté sur Internet. Oui, bonjour. Merci pour tout. Alors moi j'avais une question peut-être un petit peu plus précise ou technique qui en fait au-delà de la propriété intellectuelle concerne l'exploitation après des images générées par les IA. Et parce qu'en fait justement, alors pour en avoir essayé plusieurs, on n'a pas souvent ces conditions à accepter ou non. Notamment, je pense à Stable Diffusion une fois qu'on l'a installé de manière locale aussi, où là en fait on ne va pas profiter d'un service, donc le faire tourner des serveurs, le stockage et tout des images. Mais est-ce que justement, alors il y aura probablement des différences selon les modèles et les plateformes, on va dire, mais aussi notamment, par exemple, si par exemple en tant que graphiste, à un moment je génère une image par l'IA, est-ce qu'il y a des restrictions sur l'exploitation de cette image à des fins commerciales, ou alors voilà, personnel, commercial, est-ce qu'il y a des différences? Alors ça c'est pareil, il faut lire les Terms of Services parce qu'en fonction de l'abonnement, des fois, bon là si vous l'avez installé en local c'est différent, mais pour ceux par exemple qui fonctionnent avec abonnement, en fonction de la version gratuite ou payante, on n'a pas les mêmes droits. Par exemple, je sais que la version gratuite de Midjourney, il me semble, il se réserve le droit sur les productions générées, donc il faut vraiment consulter. Et ensuite, après il y a une autre question qui se pose souvent, là c'est une question pratique et pour laquelle personnellement j'ai pas encore la réponse. Et avec lesquels j'ai discuté avec d'autres avocats, et en fait c'est justement une des problématiques à laquelle ils sont confrontés, notamment par exemple avec des designers qui utilisent certains outils comme ça. C'est aussi la clause de garantie. Donc je ne sais pas si vous connaissez, quand vous concluez un contrat, vous avez une clause de garantie, une clause de bonne jouissance en fait. Quand vous êtes un auteur, par exemple, vous faites votre œuvre vous-même, imaginons sans recours à des IA, vous garantissez que votre production est originale, qu'il n'y a pas d'autres droits qui ont été atteints quand vous la faites, pour pas qu'après, par exemple, l'éditeur, enfin la personne qui va utiliser, donc le client qui va utiliser votre image, se fasse poursuivre par une personne tierce en disant ah mais non ça c'était mon œuvre, voilà. Alors que là en fait le problème c'est quid, ça c'est très juriste, mais voilà, question de si par exemple vous générez une image et qui enfreint, donc vous générez une image, vous la modifiez, imaginons, pour un client, vous la donnez au client, et en fait quelqu'un dit bah non là il y a je sais pas cette tête là c'est l'œuvre que j'ai faite il y a 10 ans, bah je vous attaque, qui est responsable, donc voilà, faut regarder pareil là encore les conditions d'utilisation des services parce que des fois ils précisent pour tout ce qui est garantie, mais ça c'est une autre question qu'il faut avoir en tête quand on utilise et que pour l'instant est un peu plus difficile à trancher. C'est vrai que la question de la garantie est très très intéressante. Après, pour se protéger en tant qu'auteur, à voir si après ce sera accepté par un juge, prévoir des clauses pour dire j'ai utilisé l'IA, donc je peux pas garantir parce que j'ai utilisé l'IA. Éventuellement, c'est ce qui existe en matière de droit à l'image. Quand les photographes n'ont pas les autorisations de droit à l'image des personnes qui sont représentées sur leurs images, en disant bah j'ai pas les droits, j'ai pas l'autorisation, vous le savez, donc si vous prenez le risque, c'est vous qui prenez le risque. Ça peut déjà être une solution. Après sur la revendication de droits par le modèle, ça c'est une position d'une certaine façon dans leurs conditions générales d'utilisation, parce que déjà la question c'est est-ce qu'elles sont protégées par droit d'auteur.
Donc si c'est pas protégé, bah vous avez pas rien. Et de toute façon, quand bien même ce serait protégé, bah potentiellement, comme la décision au Japon, en Chine, les droits n'ont pas été reconnus aux développeurs. Les droits ont été reconnus. Bon, il y a aussi dans les conditions générales, d'une certaine façon, certes c'est un contrat, mais aussi parfois c'est des positions limite politiques et dont en pratique, s'il devait y avoir un contentieux, c'est pas si simple que ça, quoi. Une dernière question avant la pause? Ah, d'accord. Pardon, c'est la même. Une chose que je trouve vraiment intéressante là-dedans aussi, c'est que tout va très très vite. On voit que les sociétés comme OpenAI arrêtent pas de changer leurs règles à elles-mêmes. Et donc au départ c'est de la recherche, et puis tout à coup ça devient commercial, et puis hier Dali était pour tout le monde, et puis aujourd'hui non, il faut s'abonner, enfin, etc. Ça va vraiment très vite, donc ça doit être un champ assez passionnant à étudier en temps réel et fatigant. Hein. Et voilà. Donc j'espère que vous avez compris que c'est des questions très importantes. Hein. Je m'adresse aux jeunes qui vont être tous impactés. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Je pourrais dire des choses qui fâchent sur les sociétés de droit, parce que je peux y aller. On parle tout le temps du droit d'auteur, et je suis toujours embêté parce qu'en réalité, le droit d'auteur protège beaucoup plus les auteurs morts que vivants. C'est-à-dire que les auteurs morts sont protégés beaucoup plus longtemps que les auteurs vivants ne sont accompagnés. Parce qu'ils sont pas encore morts, mais quand ils sont morts, ils deviennent intéressants et ils rapportent. C'est méchant, mais c'est un peu vrai. Voilà. Mais ceci dit, c'est des sociétés très très importantes à plein d'égards, mais on peut se poser des questions. Je pense pas tellement sur l'image, ou je sais pas tellement, mais je vois la SACEM. Vous avez tous dans votre sac une clé USB de 8 Go par exemple. Qui a une clé de 8 Go sur ce? Non, c'est petit maintenant, 8 Go. Dans votre clé de 8 Go, il y a 2 € qui vont à la SACEM parce qu'on a décidé que cette clé elle sert à copier de la musique. C'est pas vrai, c'est plus vrai du tout depuis très longtemps. À la SACEM, et puis à la SACD, et puis à la SCAM, LSF aussi. Alors, d'une part, ce qu'il faut comprendre aussi dans les organisations collectives, c'est qu'ils sont dans les mains des auteurs qui les composent. Donc, si leur travail ne vous satisfait pas, je vous invite à y aller pour la modifier de l'intérieur, parce que c'est vous qui êtes membre de ces conseils d'administration. Et les copies, c'est pas que sur des clés USB, c'est aussi sur des téléphones portables, et c'est pas que sur de la musique, c'est aussi sur des arts visuels. Et ces sommes servent également à pouvoir financer des aides à l'action culturelle. Donc par exemple, des journées de ce type ou des expositions de ce type, c'est aussi à ça que ça sert. Et on les verse aux auteurs qui sont membres. Donc la logique de la gestion collective, ce sont des sociétés qui sont composées par les auteurs. Donc je ne peux qu'inviter les auteurs à s'y intéresser pour qu'ils puissent la maîtriser. Je voulais pas être trop virulent, mais mais de toute façon c'est important. Il y a comment vivent les artistes, c'est pas si facile. Et il y a le droit d'auteur est une chose, et effectivement toutes les aides à la création que font les sociétés de droit sont très importantes. Et en fait là on vous dit qu'il faut vous inscrire et puis vous impliquer, mais c'est pareil aussi pour les organismes de plein de choses, hein, de retraite, etc. Il faudrait qu'on fasse attention un petit peu à la manière dont les choses sont faites. Mais en tout cas, merci pour nous avoir fait tout cet exposé très complet. Je trouve ça très dur à suivre. Moi, je fais partie du conseil d'éthique de la data et de l'intelligence artificielle de Orange. J'ai pas le droit de vous raconter les cas qu'on traite et tout est confidentiel. Mais ce qui revient des ingénieurs, quand même, c'est qu'ils ont peur, parce que ils ont peur que la réglementation rende tout beaucoup plus coûteux. Le travail coûte plus cher et plus compliqué, et ils ont peur d'être entravés. Après, on n'essaye pas du tout d'être embêtant, et je pense qu'on est utile, comme vous êtes utile, à réfléchir à toutes ces questions en temps réel, au moment où elles se posent, et il faut absolument le faire. Voilà. Je sais pas si... Merci Jean-Noël. Je vous propose 10 minutes pour un café, un jus d'orange, ce que vous voulez, et puis on enchaîne.
Monsieur Dessal. Merci.